Des remerciements parce que Audrey et moi, on ne serait rien sans notre bon droit et d'autres personnes qui ont agi en justice, mais je voulais aujourd'hui quand même remercier notre bon droit pour tout ce que vous avez fait. Vous avez réussi à maintenir des actions qui ne versaient ni dans le complotisme, qui étaient toujours sur une ligne très régulière, des actions sensées. Et je pense qu'on peut, comme on dit aux Oscars, vous féliciter pour l'ensemble de votre œuvre. Des félicitations à tous ceux qui sont dans la salle, parce que vraiment, vous levez un samedi matin pour écouter 4 juristes venir parler, c'est vraiment courageux. Et des excuses parce que Jacques, quand il nous a contactés il y a quelques mois, nous a dit c'est facile, vous allez parler de toutes les actions judiciaires liées au Covid. Il y en a eu des milliers, je crois. Vous faites un bilan en 30 minutes, bien sûr. Et donc, je pense qu'il va falloir un petit peu faire des choix et on va se concentrer sur 2 grands axes. Les mesures tout au début de la crise et puis une mesure particulière parce qu'elle a quand même été beaucoup plus importante et beaucoup plus spécifique que d'autres, c'est le Covid Safety Kit. Et malheureusement, on ne parlera pas de tous les recours. On n'a d'ailleurs pas l'apanage. J'ai vu des avocats dans la salle qui ont fait d'autres recours, donc on n'a pas de monopole. Vous pourrez leur poser des questions, cas échéant, à la pause. Et je risque de ne pas parler de tout ce dont Saba et Jacques ont dit que nous allions parler aussi. Voilà. Je commence donc par les actions liées à la légalité des mesures. Alors, je suis désolée, je vais être un petit peu technique, je vais essayer d'être la plus claire possible. Vous vous souvenez, mars 2020, le confinement est annoncé, le virus débarque et nous sommes un peu tous dépourvus, notre gouvernement et nos parlementaires aussi. Alors, ils vont prendre toute une série de mesures. Saba vous a parlé du principe de l'égalité. J'ai entendu que vous alliez même le chanter à la fin de son exposé, donc j'attends de voir ça. Juste le principe de l'égalité, donc très simple, dans un état de droit, dans une démocratie, ça signifie que toute infraction doit être prévue par une loi et toute sanction doit être prévue par une loi. Donc qui dit loi dit intervention du législateur, c'est ce qu'on appelle le principe de la légalité formelle. Et par ailleurs, il y a la légalité substantielle, c'est-à-dire qu'en principe, quand vous lisez la loi, vous devez savoir exactement quel est le comportement qui pourrait vous être reproché. En principe, à la simple lecture de la loi. Ça, c'est le principe. Deuxième principe fondamental dans un état de droit, l'interprétation restrictive du droit pénal. Donc le droit, vous savez, les juristes ont beaucoup d'imagination pour trouver dans des mots des interprétations diverses et variées, mais en droit pénal, en principe, en droit fiscal, c'est la même chose. On ne peut pas, à partir de certains termes, interpréter d'une manière plus large pour y faire rentrer des infractions qui ne seraient pas comprises au départ dans la définition de la loi. Ça, c'est l'interprétation restrictive. Alors au début de la crise, que va-t-il se passer? Je vous passe sur quelques étapes, mais en réalité, toutes les mesures vont pendant près d'1 an et demi être prises sur la base de la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile. Cette loi, c'est quoi? Cette loi, c'est une loi qu'on a votée en 2007 suite à l'accident de Guy Languien. Guy Languien, vous vous souvenez, énorme explosion. Et le but de cette loi est en réalité de faciliter l'arrivée des secours et des forces de police, tout simplement pour permettre que les gens soient écartés du lieu de l'accident et que les pompiers, les secouristes, tout ça ne soit pas bloqué, que la police puisse également faire son travail. On va se baser essentiellement sur 2 dispositions de la loi. Les articles 182 et 187. Alors 182, je vous en ai reproduit le texte. Il dit quoi? Il dit que le ministre de l'Intérieur, donc celui qui a en principe la sécurité dans ses attributions, peut, en cas de circonstances dangereuses, demander à la population de rester à son domicile, donc d'être assigné un lieu de séjour provisoire, première possibilité. Donc on dit aux gens, vous restez chez vous. Deuxième possibilité, de s'éloigner des lieux réputés dangereux, particulièrement exposés, en l'occurrence le lieu d'explosion. Troisième possibilité, d'interdire tout déplacement et tout mouvement de la population. Donc il y a 2 aspects. D'abord, il faut qu'il y ait des circonstances dangereuses, une certaine urgence de la situation. Et par ailleurs, il y a 3 pouvoirs possibles dans le chef du ministre, principalement d'éloigner ou de demander aux gens d'arrêter de se déplacer. Alors, l'article 187, lui, prévoit les sanctions qui sont applicables aux personnes qui enfreignent, merci. Merci. Je vous dis, samedi matin, c'est compliqué pour tout le monde. Qui enfreignent les dispositions en question.
C'est sur base donc, de cet article 182 et de ces trois possibilités, éloignement, assignation à résidence, interdiction de mouvement, qu'on a pris toutes les mesures pendant 1 an et demi. C'est sur cette base-là qu'on a interdit les voyages, qu'on a fermé les restaurants, les lieux de culture, les salles de sport. C'est sur cette base-là qu'on a interdit les manifestations, qu'on vous a interdit de recevoir 1, 2, 3, 4, la bulle de 5, de 7, de 8, de 2, je ne sais plus. Sur cette base-là qu'on a imposé les couvre-feux, le port du masque, qu'on a fermé les restaurants à 22h, à 20h, ça dépendait un peu si on était aussi dans quelle région, mais voilà. C'est sur cette base-là qu'on a fermé les écoles, sur cette base-là qu'on a en gros tout fait, qu'on a été jusqu'à dire au restaurant, vous vous souvenez, il y a eu un moment, vous allez au restaurant, vous deviez signer un registre. C'est sur cette base-là également. Ça suscite évidemment plein de questions parce que, je vous l'ai dit, le texte d'une loi pénale, en principe, est d'interprétation restrictive. Est-ce que quand vous lisez qu'un ministre peut interdire tout déplacement, vous comprenez immédiatement que votre restaurant doit fermer à 22h? Moi pas. Est-ce que quand vous lisez cela, que vous devez rester à domicile, vous comprenez que si vous sortez, vous devez porter un masque? Donc ça pose quand même des questions en termes de légalité. Et aussi en termes d'étendue dans le temps, puisque je vous l'ai dit, on parle dans cette loi de circonstances dangereuses. Alors, je ne remets pas en question, et d'ailleurs on ne l'a jamais fait, qu'il y a eu une épidémie, qu'il y a eu des problèmes de santé, etc. Mais c'est une circonstance dangereuse qui doit, en principe, dans l'esprit de la loi de Guilanguien, c'est une situation d'urgence. Donc c'est pour régler dans l'immédiat une problématique. Est-ce qu'une épidémie qui dure pendant 3 ans, 2 ans, enfin en tout cas 1 an et demi pour cette mesure-là, c'est encore une situation urgente? Et est-ce qu'on ne pouvait pas prendre d'autres mesures, comme vous l'avez expliqué Sabah, sur le principe de proportionnalité et de la possibilité de prendre des mesures moins graves, moins sévères? Il y a eu donc toute une série de recours, évidemment, sur ces choses-là. Alors, je vous l'ai dit, c'est par arrêté ministériel. Donc, un arrêté du ministre, donc du pouvoir exécutif. Le juge normal, pour aller contester ces mesures, c'est le Conseil d'État. C'est la plus haute juridiction administrative de notre pays. Il y a eu, je crois, des centaines, voire des milliers de recours. Tout, quasiment, a été rejeté par le Conseil d'État, et pas rejeté parce que le Conseil d'État estimait que tout allait bien, principalement rejeté pour défaut d'urgence. Donc quand vous allez au Conseil d'État pour demander de suspendre un acte administratif, vous devez démontrer une extrême urgence ou une urgence. Le Conseil d'État a considéré qu'aucune des mesures ne crée un préjudice en soi urgent. Donc votre restaurant était fermé, vous n'aviez pas de subvention, pas de droit passerelle, pas ceci, pas cela, pas urgent, le Conseil d'État. Vous ne pouviez pas vous déplacer pour aller voir, je ne sais pas, moi, votre grand-mère dans le sud de la France qui était mourante. Je me disais totalement hasard. Hein. Pas urgent. Rien n'a été urgent. En gros, le Conseil d'État a tout rejeté. Sauf quelques exceptions. Il a validé un recours sur la liberté de culte. C'était, si j'ai bonne mémoire, un recours fait par une communauté juive qui souhaitait pouvoir se marier. Les mariages n'étaient pas interdits, mais ils étaient en petit comité. C'était limité à 10 personnes dans les synagogues. Or, dans la tradition juive, il faut au moins 15 personnes. Ça a été validé. C'est l'un des rares recours qui est passé. Avec un recours, faut-il y voir les priorités du Conseil d'État, introduit par des prostituées. Voilà. Pour la petite histoire. Il y a eu un moment où le Conseil d'État a poussé le raisonnement quand même très très loin, puisque la Ligue des droits humains est allée également devant le Conseil d'État et vraisemblablement confronté à une argumentation qui était quand même relativement solide. Le Conseil d'État est allé jusqu'à dire qu'en réalité, c'était pas lui qui devait trancher la validité des actes ministériels. Et donc, alors que c'est quand même sa fonction principale, le Conseil d'État a dit « je ne suis pas compétent, vous devez aller » chez les juridictions de l'ordre judiciaire, donc les tribunaux tout à fait classiques. Alors, pendant tout ce temps-là, nous avons suivi l'avis du Conseil d'État. Et donc, nous sommes allés, avec la Ligue des droits humains, devant les juridictions civiles. Alors, on n'est pas les seuls, des recours, il y en a eu d'autres, il y en a eu introduits par la Ligue, par des restaurateurs, par la culture, par toute une série de personnes sur le port du masque, sur les écoles, etc., etc. Moi, je vais vous parler de ce que je connais, et donc de l'action qui a été faite par la Ligue. La Ligue s'est positionnée sur un raisonnement très clair. Elle a dit, dans un état de droit, dans un état démocratique, il faut respecter les principes de l'égalité, ce qu'on vous a expliqué en long et en large ce matin, et donc, ça ne va pas ce qui se passe. Le ministre de l'Intérieur s'attribue des pouvoirs qu'il n'a pas, et vous devez le sanctionner.
Dans un premier temps, le tribunal de première instance de Bruxelles nous a donné raison sur ce point-là. Il a dit effectivement, puisqu'on prévoit des infractions, puisqu'on prévoit des sanctions, ça doit être fait par une loi, et donc il faut en gros que le Parlement fasse son job, et elle a ordonné au gouvernement, à l'État, de mettre un terme à ces mesures qui étaient illégales, et d'y mettre un terme comme il voulait. Soit ça repassait par le Parlement, qui avait quand même, qui a en principe pour fonction de légiférer, soit de toute manière qu'elle voulait. L'État belge a évidemment fait appel, et 3 mois plus tard, je vous passe les détails de la procédure, la Cour d'appel de Bruxelles a réformé la décision et a considéré que donc ces mesures étaient vaguement légales. Alors ce que vous devez savoir, c'est important, c'est que tout ça a été introduit en référé. Donc le juge des référés statue toujours de manière provisoire sur les apparences. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, à ce stade, de juge civil qui s'est prononcé au fond, comme on dit, donc de manière définitive sur la validité de toutes ces mesures. Tout simplement aussi parce qu'en Belgique, il y a un tribunal judiciaire de malades, et donc le moindre recours prend des années, mais soit. La Cour d'appel donc valide la position de l'État belge, mais elle met quand même certaines remarques, tout en prudence, puisqu'elle dit tout de même que le fait que le ministre de l'Intérieur ait autant de pouvoir, ça suscite des interrogations. Voilà. Alors elle va avoir un raisonnement qui est tout à fait fantastique, puisqu'elle dit, en soi, c'est pas les arrêtés ministériels qui posent problème, mais c'est peut-être bien la loi sur la sécurité civile, mais elle est contraire alors dans ce cas-là à la Constitution, mais ça c'est pas à moi de le dire, c'est à la Cour constitutionnelle. Comment dit, le Conseil d'État nous avait dit, vous devez aller chez les juges nous disent, il faut aller à la Cour constitutionnelle. Très bien. Et puis ils nous disent, donc les mesures seraient contraires à la Constitution, mais pas contraires à la loi. Moi j'ai toujours pas compris ce passage, parce que dans la hiérarchie, il y a quand même les arrêtés ministériels, la loi, la Constitution, mais soit. Ah, je vais y venir, évidemment. Et donc, en gros, il faut aller à la Cour constitutionnelle. C'est ce que certains ont fait, et je vais y revenir. Il faut savoir que pendant tout ce temps-là, il y a bien sûr eu par contre des poursuites pénales, surtout ceux qui enfreignaient les dispositions. Des poursuites pénales, et il y a eu des décisions, franchement, dans tous les sens. Alors, je suis désolée de le dire, il y a une majorité de juges dans les juridictions pénales qui ont validé les poursuites. Il y a aussi eu une majorité d'avocats qui n'ont jamais contesté la légalité des mesures. Moi, j'ai plaidé en mars 2022 devant le tribunal du Brabant-Wallon une histoire de restaurateur qui avait enfreint l'heure d'ouverture, et la juge m'a dit, vous êtes la première à déposer des conclusions. Au bout d'un an, 2 ans de crise. Donc ça pose aussi le problème de plaider autre chose que les circonstances atténuantes et l'enfance difficile pour le Covid, quoi. Mais bon, cela étant, une majorité des décisions ont validé, mais il y a des exceptions. Et il y a surtout des décisions totalement contradictoires. Nous avons plaidé à 2 semaines d'intervalle, et nous avons la même chose globalement. Alors pour elle, c'était une interdiction de rassemblement, pour moi, c'était ce fameux restaurant. À 2 jours d'intervalle, on a des décisions totalement contraires. Il y a un juge en Brabant-Wallon qui dit tout ceci n'est pas légal, et il y a le juge à Bruxelles qui dit tout ceci va très bien. Ça pose évidemment des problèmes d'égalité des citoyens, de sécurité juridique. Autrement dit, si vous violez les mesures, il valait mieux être du côté de Nivelles que du côté de Bruxelles. Voilà, pas de chance. Alors, il y a parfois des motivations un peu particulières. La Palme c'est quand même la Cour d'appel de Mons, qui a dit qu'après tout, la question de savoir si tout ça était légal ou pas n'avait pas tellement d'importance, puisque le citoyen était parfaitement informé par les nombreux médias qui ont relayé les mesures. Alors là, le principe de légalité, je peux vous dire qu'il en prend un fameux coup, puisque désormais, l'arrêté ministériel, la loi, la Constitution, le journal d'RTL. Autre grand moment de jurisprudence, tribunal de police de Bruxelles, 15 mars 2022, une histoire de rassemblement pour une manifestation pour la culture, si je me souviens bien, avec un juge qui tranche en disant fondamentalement la légalité des mesures, est-ce que c'est vraiment important? Puisque de toute manière la pandémie en avril 2021 était tout aussi grave qu'en mars 2020, on ne se pose pas la question de savoir si entre-temps on aurait pu légiférer correctement. Moi, on n'a jamais dit qu'il fallait prendre aucune mesure. Ce qu'on dit, c'est que dans un état de droit, il faut le faire correctement. Ça n'a aucune importance.
Puisque de toute façon, aller dire qu'il faudrait faire les choses correctement revient à, enfin s'assimile à, pardon, à un déni, mince j'ai perdu la phrase, comme vous le disiez, à un déni de la réalité et de l'épidémie. Autrement dit, si vous critiquez la légalité, vous êtes une espèce de négationniste, c'est bien connu. Alors malheureusement, j'ai un tableau très négatif, mais après, l'avenir viendra avec un tableau un peu plus positif. Malheureusement, la Cour de cassation n'est pas en reste, puisque la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction judiciaire de notre pays, a également considéré que dans l'article 182, on pouvait lire toute une série de mesures, toutes les mesures qu'on a énoncées. Alors, deux précisions quand même, face à tous les auteurs et conseils de l'État belge qui nous disent que la Cour de cassation a tout validé, pas tout à fait. Elle a rendu un premier arrêt en septembre 2021 où elle dit effectivement, bon, dans l'article 182, on peut lire une interdiction de se Enfin, l'histoire c'était quoi? Je reprends, je rewind un petit peu. C'est un jeune homme qui est poursuivi pour s'être retrouvé sur la voie publique en mars 2020, tout au début du confinement. La Cour de cassation dit effectivement, l'article 182 permet de le sanctionner. Alors, c'est une interprétation extensive, va-t-on dire, de la loi sur la sécurité civile, mais à la rigueur, et ça me fait un peu mal de l'admettre, mais qui peut encore se concevoir, puisque je vous l'ai dit, dans les pouvoirs du ministre, il y a la possibilité de dire aux gens, vous devez rester chez vous. Et en mars 2020, on devait rester chez nous. Donc, ça peut à la rigueur se concevoir dans l'interprétation de la loi. Elle réitère en novembre 2020, mais toujours sur une infraction liée à la première période du confinement. Donc au moment où nous devions rester chez nous. Là où c'est plus problématique, et c'est d'ailleurs assez critiqué par une partie de la doctrine, c'est que le 1er mars 2023, elle a cette fois validé la sanction qui avait été apportée à un prévenu qui s'était baladé dans la rue sans masque. Et là, quand même, moi j'ai un petit peu du mal à lire dans la loi que rester chez soi ou ne pas se déplacer, ça veut dire se déplacer qu'avec un masque. Malheureusement, c'est la position à ce stade-ci, et elle estime par ailleurs que peu importe combien de temps la crise dure et combien de temps les mesures durent, c'est pas parce qu'il y a un écoulement du temps que tout d'un coup les mesures ne seraient plus valables ou qu'on ne pourrait pas faire autrement. Donc, au niveau de la Cour de cassation, c'est pas top. C'est pas top. Au niveau de la Cour constitutionnelle, vous savez, celle où le juge nous a dit qu'il fallait aller. Alors, c'est pas nous qui sommes allés. C'est pas top non plus. La Cour constitutionnelle a été amenée à s'interroger sur le fait de savoir est-ce que la loi sur la sécurité civile peut amener à prendre toutes ces mesures. Elle a été interrogée par le tribunal de police de Charleroi, qui devait juger là également des personnes qui avaient été présentes sur la voie publique au tout début de la crise sanitaire. Alors la Cour constitutionnelle va dire que dans la loi sur la sécurité civile, ça peut constituer une base légale suffisante. Elle va poser de toutes petites balises. D'abord, elle va dire le problème de cette législation sur la sécurité civile, c'est qu'elle ne permet pas, contrairement au droit pénal général, la possibilité d'invoquer des circonstances atténuantes. Ça ne va pas, dit-elle. Elle dit également, par contre, que la notion de circonstances dangereuses, ça vise l'épidémie. Vous devez savoir que dans la loi sur la sécurité civile, on définit dans les travaux parlementaires, donc quand les parlementaires débattent, ils ont des projets, ils discutent, etc. Et dans les travaux parlementaires, on évoque des exemples de circonstances dangereuses. On évoque les accidents, les explosions, les incendies. On va jusqu'à évoquer la présence d'un nid d'abeilles. Mais l'épidémie n'y est pas. Je peux vous dire qu'on a lu tous les travaux parlementaires, l'épidémie n'y est pas. Mais pour la Cour constitutionnelle, ça revêt les épidémies. Et donc elle dit que le législateur peut donner au ministre certains pouvoirs, soit, que en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, elle dit quand même, pour la théorie, que l'habilitation n'est pas illimitée. Super, tant mieux. Et que donc, en gros, il faudra voir au cas par cas. Et là, la Cour constitutionnelle ajoute que les mesures prises par le ministre peuvent être contestées devant le Conseil d'État. Ce qui nous a dit d'aller devant le juge nous a dit d'aller à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle nous dit d'aller devant le Conseil d'État ou devant les juges. Autrement dit, conclusion, personne n'est compétent pour juger de rien. Voilà.
Mais quand même, faut pas lâcher l'affaire, faut suivre notre droit, parce que, la plupart des décisions sont sur les premières mesures, comme je vous l'ai dit, à un moment où il est vrai que nous devions en principe rester chez nous. Et 2, il n'y a pas encore, je vous l'ai dit, de décision au fond des juridictions civiles. Il n'y a eu que des décisions en référé, donc pas définitives. Donc le combat devant les juridictions civiles persiste, et je pense d'ailleurs, j'ai la conviction que les juges des juridictions civiles, des tribunaux, des cours, restent les seuls qui, éventuellement, pourront nous donner raison sur ce genre de choses. Demeurent également de grands aspects sur les questions, parce que je voulais beaucoup parler de l'égalité, mais de proportionnalité. Est-ce que c'était proportionnel de prendre toutes ces mesures? Est-ce qu'il n'y avait pas des mesures moins attentatoires? Tout ça n'a pas encore été plaidé, c'est donc encore à suivre. Gardons espoir. Gardons espoir parce que c'est précisément là-dessus que la Cour européenne des droits de l'homme s'est notamment prononcée. Donc une ASBL suisse avait intenté un recours et l'État disait non mais attendez, vous devez puiser les voies de recours internes, vous devez aller devant l'équivalent de notre Cour constitutionnelle. Le tribunal a interrogé la Cour européenne des droits de l'homme en disant est-ce que vraiment il faut attendre de passer par toutes ces étapes? Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Suisse en disant notamment que vu qu'on est en crise et vu que les parlementaires travaillent encore moins, ça veut dire que puisqu'il y a encore moins de contrôle par le Parlement, je ne vais pas parler pour le Parlement suisse, chez nous le contrôle du Parlement est quand même assez limité, ça veut dire que les juges doivent avoir encore plus de contrôle, et la Cour européenne dit, ça veut dire qu'on doit pouvoir nous saisir si les voies de recours internes prennent trop de temps, on doit pouvoir être saisi en urgence, et donc la Cour européenne des droits de l'homme a considéré qu'elle pouvait statuer, et qu'en plus, eh bien, cette mesure avait été disproportionnée, elle était trop longue dans le temps, elle n'était pas forcément justifiée. Et donc, la voie, la solution, ce sera peut-être vers l'Europe, affaire à suivre. Je passe la parole sur la proportionnalité à ma consoeur qui va vous parler du Covid Safety Kit. Merci Audrey, je suis donc la deuxième. Oui, désolée Audrey. Mais j'en profite aussi, même si elle l'a déjà dit, mais vraiment pour remercier notre bon droit parce qu'elles ont fait preuve de persévérance et sincèrement, c'était vraiment pas gagné. Je peux vous dire que ça a été particulièrement compliqué, on est passé par des périodes de haut, de bas, mais voilà, finalement, pas de regrets. Et comme elle le disait, moi je vais essayer de vous dresser un tableau un petit peu plus optimiste. Parce que là finalement on a quelques résultats qui donnent espoir. Et donc je vais vous parler effectivement du Covid Safety Kit. Pourquoi? Parce que ça fait partie des mesures qu'on a attaquées aussi devant les juridictions. Ce fameux CST, vous vous en souvenez tous, ce fameux laisser-passer pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir aller au cinéma, où vous deviez montrer patte blanche, soit par un certificat de vaccination, soit par un certificat de guérison, soit par un certificat de test. Alors, je vais vraiment axer ça sur ce qu'on a développé dans le cadre des procédures, parce que le but était de faire un bilan justement de ces procédures. Et donc, juste vous rappeler le cadre légal ici qui était tout à fait différent de ce que Audrey a expliqué avant, où donc, par rapport à la légalité des mesures, elle l'a dit, on était avec la loi de 2007 et des arrêtés ministériels qui impliquaient qu'il n'y avait aucun débat parlementaire, évidemment, parce que voilà, prend son... Limite, le ministre de l'Intérieur tout seul prend sa mesure et va signer, même si on dit oui, mais comité de concertation, etc. On va quand même débattre, mais le Parlement est complètement mis de côté. Ici, on n'était pas du tout dans le même cadre légal. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a en réalité, donc en 2021, un règlement européen qui est pris, qui instaure le fameux certificat numérique européen. Et qu'est-ce qu'il a comme objectif, ce règlement européen? C'est de faciliter la circulation, faciliter la libre circulation des citoyens. On va vous imposer des mesures restrictives pour vous faciliter la vie, ça c'est bien connu.
Et donc, ce règlement européen nous dit il est possible effectivement que ce CST, enfin ce certificat numérique européen soit étendu à d'autres pans de la vie quotidienne, si vous voulez, je dis ça grossièrement, mais pour autant que ça respecte le fameux principe de proportionnalité. Alors dans ce cas-là, les États pourraient décider de l'élargir. Et qu'est-ce qui se passe chez nous ? On est en juillet 2021 et là on a un accord de coopération. Valeur de loi, pour vous la faire très brève, mais accord de coopération, c'est le fédéral, les entités fédérées qui se réunissent, tout le monde se met d'accord. Et on dit, ok, on va adopter le CST pour les grands événements. Et il y avait 3 événements, hein, d'habitude c'est toi qui plaides ce volet-là. Voilà, Francorchamps, Peukelpop et Ronquière, je pense. Ronquière. Enfin bref, un des 3. 20 km de Bruxelles. Non, pas Si, pas au si. départ. Pas au Les 20 départ. km de Bruxelles, la course à pied. Non, parce que normalement les 20 km c'est au mois de mai et là c'était à partir de juillet. Ah, c'est en septembre. Oui, d'accord, c'est ça. Mais donc, enfin bref, on nous dit c'est uniquement pour les grands événements. Mais à la base pour sauver en tout cas ces festivals, et on nous dit c'est temporaire, ça va être jusqu'au 30 septembre 2021, mais mieux encore, on a quand même le Premier ministre qui nous dit il est hors de question que on s'habitue à cet outil et que ça devienne, voilà, et qu'on fasse comme en France, où en France ils ont instauré ça partout, nous, et il le dit, en juillet 2021, le 31 exactement, nous, on a un taux de vaccination assez élevé. Il n'est pas question de régir la vie des citoyens avec un CST. Bien joué. Et donc, nous arrivons en septembre 2021 et on sait exactement ce qui s'est passé. C'est qu'on dit, voilà, finalement, en fait, on va élargir le Covid Safety Kit. Mais qui le dit en premier? C'est Bruxelles. Bruxelles, Rudy Vervoort, nous dit... mais vraiment sans aucune honte, nous dit « Moi j'estime que le taux de vaccination à Bruxelles n'est pas suffisamment élevé et donc je vais instaurer le Covid Safety Kit dans l'ORECA, la culture, les soins de santé, etc. » En région Wallonne, à ce moment-là, on nous dit « Bah non, nous ça va, en fait, le taux de vaccination est plutôt ok, ça va. Donc on va pas le mettre. » Et puis on se dit bah, « Finalement on va quand même le mettre. » Finalement, voilà, on va quand même se calquer sur Bruxelles. Et donc, on a une modification de cet accord de coopération du 14 juillet 2021, le 27 septembre 2021, qui est une première modification, où on dit, voilà, on va élargir à ce secteur-là. Et il y a une petite subtilité, c'est qu'on nous dit, parce qu'entre-temps, ce que Audrey n'a pas expliqué tout à l'heure, donc je fais un petit rewind. T'as oublié, voilà. Oui, mais c'est quand même assez important. En réalité... rewind sur ce qu'elle a expliqué. Quand on avait introduit l'action de la Ligue des droits humains sur la légalité des mesures en février 2021, en estimant que la loi sur la sécurité civile n'était pas nécessaire, notre but c'était quoi? C'était que le Parlement sorte un peu de son cocon dans lequel il était depuis 1 an, qu'il prenne les choses en main et qu'il prenne une loi spécifique pour la pandémie et pour pouvoir prendre ces mesures. Il faut, on doit vous dire, et ça pour le coup, même si on a in fine perdu au judiciaire, politiquement on a gagné. Pourquoi? Parce que dès l'audience d'introduction en février 2021, il y a 5 propositions de loi qui ont été déposées sur la table. D'un coup, ils sont sortis des tiroirs comme ça, on s'est dit « Ah !» Mais donc, en fait, on a limite une reconnaissance de votre part qui avait besoin d'une autre loi et que celle de 2007 ne suffit pas. Mais donc, tout ça pour vous dire qu'entre-temps, malgré la procédure, le processus législatif a poursuivi son chemin et nous avons eu cette fameuse loi pandémie. Alors, elle a le mérite d'exister, elle est clairement pas parfaite et elle a fait l'objet de nombreux recours aussi. Mais quoi qu'il en soit, on a depuis août 2021 cette fameuse loi pandémie qui maintenant nous dit « Ok, il y a une définition de la situation d'urgence épidémique qui est très très large et si le gouvernement, cette fois par arrêté royal et non plus par arrêté ministériel, si le gouvernement estime que il y a urgence épidémique, il peut prendre des mesures sur base d'arrêté royal et le Parlement a 15 jours pour confirmer si oui ou non nous sommes en situation d'urgence épidémique, sachant que tout au long ils ont modifié toutes les 2 semaines les mesures, mais bon, bref. Et en tout cas, quand la loi pandémie est activée, c'est évidemment le fédéral qui reprend la main et on a des mesures coordonnées, contrairement à ce qu'on a pu avoir avec des mesures différentes entre les régions. Et donc tout ça pour revenir à l'accord de coopération, donc du 27 septembre, qui nous dit
on élargit le CST à certains secteurs, mais s'il y a une urgence épidémique et que la loi pandémie est activée, alors les mesures qui auraient été prises par les entités fédérées, donc Région Wallonne, Région Flamande et Bruxelles, ces mesures vont tomber et le fédéral va reprendre la main parce qu'on sera dans le cadre de la loi pandémie. Ce qui pose quand même une question parce que ça veut dire que le CST, qui est une mesure liberticide en soi, est prise, du coup, peut être prise en dehors de toute situation d'urgence épidémique. Et donc on se demande quand même à quel moment est-ce qu'on peut mettre cette limite. Et puis finalement, donc le CST est instauré à Bruxelles, je pense, mi-octobre et en région Wallonne début novembre. Et finalement, en fait, le 28 octobre 2021, la loi pandémie est activée. On nous dit urgence épidémique. Et donc, on se dit, ok, donc, loi pandémie, le fédéral va reprendre la main. Ah ben non. Ah ben non, qu'est-ce qu'on fait? On remodifie l'accord de coopération et on nous dit non, mais finalement on a changé d'avis. S'il y a situation d'urgence épidémique, les entités fédérées vont quand même garder la main. Et donc, font ce qu'elles font. Voilà en gros le cadre. À Bruxelles, on a l'ordonnance du 15 octobre 2021 qui élargit le CST plus les arrêtés d'exécution, et on le sait, ça a été prolongé une deuxième fois en janvier. Et en région Wallonne, on a le décret du 21 octobre 2021. Ici, pourquoi les actions étaient plus compliquées? Ça, j'ai bien après. Pourquoi les actions étaient plus compliquées? En tout cas, par rapport à la thèse qu'on avait développée, c'est que on n'est pas face à un arrêté royal ou un arrêté ministériel où les juridictions civiles ont une compétence pour dire si c'est contraire à la loi ou si c'est contraire à la Constitution, je l'écarte. Ici, on est avec des normes législatives, donc valeurs de loi, et donc en principe, mais c'était sans compter sur nous, en principe, c'est évidemment la Cour constitutionnelle qui est compétente pour juger de ces normes. Donc ça a été un peu plus compliqué, mais concrètement, on a quand même réussi à trouver une solution. Alors, quelles ont été les actions qui ont été intentées? Concrètement, on a eu une première action, ça c'était vraiment au tout début du CST à Bruxelles le 15 octobre, où on s'est rendu compte que l'application Covid Scan, donc qui était l'application pour scanner votre fameux QR code, présentait des failles au niveau de la sécurité des données personnelles. Alors, très concrètement, pas nous qui avons remarqué ces failles, hein, vous vous doutez bien qu'on n'a pas vraiment de compétences en termes informatiques, mais effectivement, on a été très bien entourés et des gens nous ont montré effectivement les failles qui pouvaient avoir dans cette application, et notamment cette fameuse suspension list, comme on l'appelait, qui est en réalité, si vous voulez, un espèce de répertoire de tous les QR codes qui étaient considérés comme invalides parce que la personne avait été testée positive au Covid. Et donc, les failles qu'il y avait, je vous la fais vraiment très brève, mais les failles qu'il y avait avec cette suspension list, c'était que de manière... Allez, pour quelqu'un qui a quand même un peu de connaissances en informatique, et il n'en fallait pas beaucoup, il était possible d'aller déchiffrer, j'espère que j'utilise les bons mots, mais la clé pour pouvoir avoir accès à cette liste, et il suffisait de regrouper certaines informations pour savoir quelle personne avait été malade, à quelle date, vaccinée, pas vaccinée, etc. Et donc on est allé devant le tribunal de première instance en référé toujours, où on a dit on a quand même un problème par rapport au RGPD et la protection des données, où on était contre IELTS, qui était le responsable de traitement. Et la présidente, dans un premier temps, a dit effectivement j'ai l'impression qu'il y a un souci, mais je n'ai pas les compétences pour pouvoir me prononcer, donc je vais désigner un expert judiciaire, notamment par rapport au RGPD et en informatique, pour voir ce qu'il en est. Et on a une expertise qui est quand même assez... clair, et qui nous dit qu'il ne fait aucun doute que dans l'état, CovidScan présente des failles de sécurité quant à la protection des données traitées, et c'est principalement la confidentialité de ces données qui est mise en péril. Et on nous dit, sur une échelle de 4, parce que c'est comme ça que ça se mesure, la violation des données est à 3,75, donc c'était quand même assez important. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'ils ont apporté des correctifs
à l'application et notamment ils ont suivi les recommandations que l'expert avait données. Et donc le temps qu'il fasse ces correctifs, qu'on replaide, qu'on mette en état, qu'on replaide l'affaire devant le tribunal a dit maintenant que les correctifs ont été apportés, je ne peux pas estimer qu'en référé en urgence, il y a encore urgence étant donné la sécurité supplémentaire qui a été apportée. Mais donc ça, c'était la première action vraiment par rapport au Covid Safety Kit, mais pour vous dire que la protection des données faisait aussi partie des points auxquels on était attentifs. Alors il y a eu une décision du tribunal de l'Union européenne, je ne vais pas trop m'y attarder, mais oui d'ailleurs pas sur celle-là, mais plutôt sur celle-ci, du 27 avril 2022 au fond. Il faut quand même se dire qu'au Parlement européen, on avait imposé aux parlementaires, enfin finalement à toutes les personnes qui voulaient rentrer dans le bâtiment du Parlement, la présentation du CST. Ça posait quand même quelques questions par rapport à la liberté et l'indépendance des députés. Et finalement, en fait, le tribunal de l'UE a estimé que la mesure, à ce moment-là, était proportionnée. Notamment, et alors là c'est toute la différence avec le CST qui nous était imposé à nous, c'était que à l'entrée du Parlement, il y avait une possibilité de faire des tests rapides, mais les tests étaient gratuits. Je pense qu'il est évident que nos plaidoiries auraient été différentes dans le CST en Belgique si à l'entrée de chaque restaurant, de chaque cinéma, il y avait des tests gratuits et qu'on pouvait, enfin, entre guillemets, vraiment avoir le choix. Je ne dis pas que ça aurait été l'idéal, bien au contraire, mais en tout cas, c'était totalement différent. Donc, au niveau du tribunal de l'Union européenne, on n'a pas vraiment de décision positive. Maintenant, comme je vous l'ai rappelé, c'est quand même à la base l'UE. Oui, c'est ça. Oui, cette décision est en appel. Bien évidemment, vous pouviez compter sur eux. Donc voilà. Mais à ce stade, voilà où on en est. Alors, les recours devant les juridictions civiles, et ça, c'est sur ça qu'Audrey et moi, on s'est attardé. Comme je vous l'ai expliqué, ici, on avait une difficulté au niveau procédure. C'était qu'on était avec des normes valeurs législatives. Normalement, c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente. Normalement, sauf qu'il y a une jurisprudence qui est hyper importante, c'est la jurisprudence Simmental de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est déjà assez ancienne, et qui nous dit quoi? Elle nous dit si une norme de droit national, même de valeur législative, viole le droit de l'Union européenne, dans ce cas, le juge national a l'obligation d'écarter la norme. Sans, et ça c'est toute la subtilité, sans nécessité de recourir aux voies internes et de passer par la Cour constitutionnelle, notamment par une question préjudicielle. Et pourquoi c'était important? Parce que la Cour constitutionnelle, elle peut se prononcer en suspension. Suspension, ça prend minimum 3 mois. La mesure CST, elle était prise pour 3 mois. Donc, un peu compliqué. Je dis 3 mois, mais ça peut même être 6 mois. Et au fond, on est à plus de 18 mois. Et donc, on se retrouvait face à un problème. Chaque citoyen a un droit fondamental d'avoir un recours effectif, d'avoir un recours judiciaire effectif. Comment est-ce qu'on fait chez nous quand on nous dit non, vous devez aller devant la Cour constitutionnelle, le juge des référés, le juge civil n'est pas compétent, c'est la Cour constitutionnelle, alors qu'elle ne se prononcera que dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Sachez qu'aujourd'hui, 1 an plus tard, on n'a toujours pas de réponse de la Cour constitutionnelle. Et donc, on se dit, on va aller sur cette stratégie de la violation du droit de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que le CST, on avait notamment la violation du RGPD, j'y reviendrai, et la violation du principe de proportionnalité. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, la Charte des droits fondamentaux, article 52, s'il y a des restrictions aux droits et libertés fondamentales, elles doivent être proportionnées. Et donc, nous allons dans un premier temps devant le tribunal de première instance de Namur en référé. On a obtenu une première décision, mais qui était une décision par défaut parce que la région wallonne n'était pas là. Et le juge, alors certes par défaut, mais le juge fait droit à nos demandes en nous disant effectivement que, il est compétent parce qu'on a invoqué la responsabilité de l'État sur base de l'article 1382 du Code civil, qui est une responsabilité, un article tout à fait basique
qui est applicable à chacun, mais qui est applicable à l'État également, qu'on faisait valoir des droits subjectifs, qu'il y avait une violation de ces droits subjectifs, que le CST était une violation des droits fondamentaux, qu'il y avait une violation de l'article 36.4 du RGPD, que la mesure était disproportionnée. Donc on est suivi sur tout, et la région wallonne est condamnée à prendre toutes les mesures qu'elle estimait utiles pour mettre fin à la situation d'illégalité sous peine d'astreinte. Donc première victoire par défaut, mais bon, première victoire quand même. La région wallonne n'attend pas et fait appel de cette décision. Et on plaide assez rapidement, hein, comme quoi l'arriéré judiciaire, ça dépend un peu de qui est condamné, mais on plaide assez rapidement parce que on plaide ça le 21 décembre 2021, hein, de mémoire. Et donc 3 semaines plus tard, et on a une décision de la Cour d'appel de Liège du 7 janvier 2022. Alors, déception certes, parce qu'on perd, mais en réalité on gagne. Pourquoi? Parce que, en réalité, la Cour d'appel confirme l'ordonnance de Namur qui avait été rendue par défaut, mais donc suit nos arguments sur tous les points. Elle nous dit « je suis compétent sur base du droit européen, de la violation du droit européen, et je ne dois pas passer par la Cour constitutionnelle. Je suis compétente sur base de l'article 1382. L'ASBL, notre bon droit, a un intérêt à agir, parce que ça aussi c'était contesté. Les autres requérants ont aussi un intérêt à agir, parce que le CST constitue effectivement, sans nul doute, une violation des droits et des libertés fondamentales. On nous dit il y a une violation du RGPD. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je vous ai parlé de l'accord de coopération qui a été modifié à 2 reprises. Et l'accord de coopération du 28 octobre 2021, où on nous dit « Ah non, mais finalement, même s'il y a la loi pandémie, les entités fédérées vont garder la main », il n'est pas soumis pour avis à l'autorité de protection des données. Or, c'est l'article 36.4 du RGPD qui impose cela. Et l'argumentation de la région wallonne était de dire oui, mais en réalité, il n'y avait pas de il n'y avait pas de nouveau traitement de données, et donc on n'était pas obligé d'y passer. La Cour ne suit pas ça et dit vous deviez le soumettre à l'avis de l'APD, et donc il y a une violation du RGPD, donc elle nous suit là-dessus également. Elle nous suit sur la séparation des pouvoirs en disant, mais moi, en tout cas le premier juge en disant à la région wallonne, je vous condamne à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à l'illégalité. Elle dit, je n'outrepasse pas mon pouvoir parce que concrètement, je ne dis pas à la région wallonne comment est-ce qu'elle doit se comporter. Je ne dis pas à la région wallonne, vous mettez fin à l'illégalité en faisant ceci, ceci, ceci. Ça, c'est la séparation des pouvoirs. Donc elle est restée dans son domaine, si je puis dire. Par contre, et donc le raisonnement de la Cour est de dire, voilà, on invoque le droit de l'Union européenne. Il y a une violation effectivement du droit de l'Union européenne, mais pour voir si cette restriction des libertés peut avoir lieu, je dois l'analyser sous l'aspect de la proportionnalité. Et là, la Cour d'appel de Liège ne nous suit pas parce qu'elle part du principe que les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées subissent un traitement différent, mais que ce traitement est justifié par le fait que a priori, les personnes vaccinées transmettent moins le virus et sont moins contagieuses. J'attendais vos réactions. Voilà. Et alors la petite déception, mais je vous dis de nouveau, quand on a lu cette décision, on était, malgré qu'on perdait, on était assez contente parce que tout le reste était beaucoup plus important finalement. Mais donc c'était basé sur des études qui n'étaient pas nécessairement actualisées, voilà. Mais quoi qu'il en soit, la décision de la Cour d'appel, là où elle est importante aussi, c'est qu'elle dit au moment où je statue, donc le 7 janvier 2022, au moment où je statue, au moment où j'estime que la pandémie est à son plus haut, donc c'est dire que le CST a marché, mais bon bref, là au moment où l'épidémie est à son plus haut, j'estime qu'à ce moment-là, la mesure est proportionnée. Mais ça n'empêche pas la région wallonne de devoir procéder à des évaluations. Et donc, on lit cet arrêt, on se dit, ok, c'est une mise en garde. C'est une vraie mise en garde de la Cour d'appel de dire, si vous voulez prolonger cette mesure, si vous voulez la remettre, ne faites pas n'importe quoi et justifiez ce que vous faites. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une semaine plus tard, ils reprolongent le CST, bien évidemment. Ils ne prennent pas en compte, je pense, l'arrêt de la Cour d'appel.
Et donc le CST est prolongé le 14 janvier 2022. Tout ça, je vous parle en région wallonne, je viendrai sur Bruxelles après. Prolongé 14 janvier 2022 pour 3 mois, qu'est-ce qu'on fait? Hop, notre bon droit, on réattaque. Et donc on retourne devant le tribunal de première instance de Namur en référé cette fois-ci. Et de nouveau, là, on nous dit, pareil, la cour d'appel de Liège a jugé, je suis compétent, intérêt à agir, etc., etc. Et il se penche sur la proportionnalité, et là, il nous dit quoi? Il nous dit, je dois bien constater qu'au vu des données scientifiques actualisées et de la donne quand même qui avait changé, qui était ce fameux variant Omicron qui était arrivé, je constate que même sur base des rapports des experts de la région wallonne, la différence entre les personnes vaccinées et les personnes vaccinées n'est absolument plus justifiée. Et donc cette différence de traitement n'est pas justifiée, c'est un traitement discriminatoire et donc c'est illégal et donc je condamne la région wallonne. Et donc c'était ça l'optimisme, c'est qu'on est en ce moment donc avec cette ordonnance toujours au provisoire, toujours en référé donc du 1er mars mais qui clairement nous dit le second CST ça n'allait pas. Cette affaire a été en appel parce que la région wallonne, malgré qu'ils ils ont levé le CST 3 jours plus tard ou 4 jours plus tard, ils ont quand même fait appel de cette décision, je pense, par principe. On vient de plaider cette semaine cet appel, on aura la décision courant du mois d'avril. Et on verra bien de nouveau devant la cour d'appel de Liège, donc on espère que ça ira, mais donc voilà, à ce niveau-là, c'est assez optimiste. À Bruxelles, très vite, on avait fait la même chose. Le problème à Bruxelles, et ça rejoint ce qu'Audrey disait tout à l'heure par rapport à la différence des décisions qu'on a pu avoir entre les tribunaux, et bien là où Namur et Liège nous disent je n'ai pas passé par la Cour constitutionnelle, je n'ai pas à attendre que la Cour constitutionnelle se prononce sur des recours qui lui ont déjà été soumis, parce qu'il y a la violation du droit européen, Bruxelles nous dit je dois attendre la Cour constitutionnelle. Et donc, mais tout ça, quoi? Elle nous a demandé de conclure sur le fait de savoir s'il fallait attendre. Oui, mais après on a une décision qui dit, bah si. Ah si, dit Audrey. On en reparle. Mais si, elle a décidé sur soir à statuer à Bruxelles. Elle a décidé sur soir à statuer. Mais si, bien sûr. S'il te plaît, j'ai préparé ma partie quand même. Je suis filmée en plus, tu me mets. Je couperai. Voilà. Non. Donc elle a décidé de surseoir à statuer, effectivement, parce qu'il y avait des recours qui étaient pendant, notamment des recours introduits par notre bon droit. Et une fois qu'on a eu en fait les décisions en suspension qui disaient il n'y a pas d'urgence, parce que c'est toujours la même chose, il n'y a pas d'urgence. Alors dans ce cas-là, on est retourné devant le tribunal en disant maintenant vous allez, maintenant qu'on a les décisions, vous allez vous positionner, vous allez rendre un jugement. En tout cas, on vous le demande. Et en fait, pas de chance. Entre-temps, le CST a été levé. Donc à Bruxelles, on n'a eu aucune décision. Mais donc on n'a ni perdu ni gagné. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, les arrêts de la Cour constitutionnelle, je ne sais pas si je suis trop longue ou pas, je ne sais pas. Encore 5 minutes. 5 minutes, ok. Les arrêts de la Cour constitutionnelle, alors très concrètement, il y en a un qui est assez intéressant, c'est l'arrêt du 22 septembre 2022, qui, je vais vous la faire très brève, et parce que je vous avoue, c'est sur des données aussi très techniques, sur des bases de données, etc., que je ne gère pas très bien, mais il a en réalité suspendu, annulé certaines dispositions de l'arrêté de l'accord de coopération du 25 août 2022 qui organise le traçage manuel et numérique des personnes infectées par la Covid. En réalité, avec ce CST, il y a eu plusieurs bases de données dans lesquelles il y avait vos données sur la vaccination, etc. Tout ça a été géré par des personnes et des entités différentes. Et là, la Cour constitutionnelle a dit oui, il y a des choses qui vont, mais il y a quand même des choses qui ne vont pas au niveau du RGPD. Donc elle a annulé certaines dispositions. Mais à partir du moment où le fameux accord de coopération du 28 octobre 2021, dont je vous ai parlé tout à l'heure, renvoyait à cet accord du 25 août 2022, c'est pas 22, c'est 2020, en fait c'est 2020, j'étais trop loin, 2020, pardon. 2021 même, eh bien on se pose quand même la question de savoir du coup si cet accord de coopération basé en partie sur un accord qui n'était pas légal, eh bien si sa légalité ne va pas être remise en cause. Également donc affaire à suivre à ce niveau-là. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui avait été fait par notre bon droit notamment, mais aussi par d'autres citoyens au niveau des arrêts en suspension, tout a été rejeté parce que la Cour constitutionnelle estimait que le dommage moral
dont pouvaient se prévaloir les requérants était un dommage qui n'était pas difficilement réparable et qui pouvait être compensé financièrement par la suite voulant dire plusieurs années, c'est pas grave, et que la perte financière, notamment à cause des tests, etc., n'était pas non plus un dommage suffisamment urgent. Et donc, ça pose aussi la question en tout cas, ça se voit que l'urgence est appréciée différemment, que ce soit Conseil d'État, Cour constitutionnelle et les juridictions civiles. Les juridictions civiles, elles nous ont dit quoi? Elles nous ont dit, on a une violation des droits fondamentaux, c'est urgent. La Cour constitutionnelle, elle ne raisonne pas comme ça, le Conseil d'État non plus, mais à ce jour, on n'a donc aucune décision de toute façon de la Cour constitutionnelle. Et donc, en conclusion de tout ce qu'on vous a dit, et j'ai sans doute été trop longue, je m'en excuse, mais comme l'a dit Audrey, la question de la légalité des mesures sur laquelle on s'est battu quand même pendant pas mal de mois semble tranchée, en tout cas au niveau national, et donc il faut estimer que les mesures prises sur base de la loi de 2007 par arrêté ministériel pendant 18 mois, c'était ok, tout allait bien. Le fait que le Parlement ne s'est pas bougé pendant ce temps-là, c'était ok. On a quand même une jurisprudence tout à fait disparate entre les juridictions, ce qui pose question au niveau de l'égalité des citoyens devant la justice, parce que si vous faites une infraction à Liège ou à Nivelles, vous ne serez pas traité de la même manière que si vous faites une infraction à Bruxelles. Alors, pour le CST, de nouveau avec notre bon droit, on a introduit des actions au fond, cette fois-ci pour avoir des décisions définitives, et elles sont attendues a priori pour 2024, donc affaire à suivre également. La protection des données, parce que c'était aussi un peu le sujet de ce colloque, est un point important et sensible auquel on prête une attention particulière aussi dans nos procédures. Donc la protection des données personnelles, on y est attentif et on va probablement poser des questions préjudicielles à la Cour de justice européenne dans les prochaines procédures. Et on pense effectivement qu'à un moment, tout ça devra de toute façon aller devant les juridictions européennes. Et vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 15 mars, j'ai envie de vous dire, gardons espoir et je vous remercie.